Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. On vous souhaite tous la bienvenue pour cette conférence inaugurale du Laboratoire de la République et d'inauguration également de l'antenne de Bordeaux. Donc c'est notre première conférence effectivement sur le thème de la laïcité. C'est un sujet brûlant et on aura le temps d'y revenir avec tous nos intervenants qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Donc à savoir Madame Sarah Bromberg, excusez-moi si j'égorge vos noms, qui est présidente de la DICRA sur Bordeaux-Gironde. Monsieur Mélan Soukramanien, qui, grâce à lui, nous fait disposer de cet amphithéâtre pour organiser cette conférence, qui est professeur de droit public à l'Université de Bordeaux. Monsieur Oubrou, qui est le grand imam de Bordeaux, qui nous fait également l'honneur d'être là. Mon père Dumont, qui, lui, est prêtre diocèse de Talence. Et donc, les échanges seront modérés par Raphaël Daniel Christian à ma droite et Madame Fossa Loussa, Alexia. Donc on remercie également pour leur présence les élus, les parlementaires et les élus locaux qui ont fait le déplacement et qui portent de l'intérêt à notre travail. Et écoutez, on a pensé cette conférence avant tout comme un lieu d'échange, un lieu de libre-échange qui se fait dans le respect et dans la nuance surtout. Donc après chaque grande thématique, il y aura un moment d'échange avec le public. Donc je vais me prendre le micro pour pouvoir vous donner la parole et que vous puissiez interagir avec nos intervenants qui sont présents. On en appelle surtout par contre à tous à votre bienveillance, votre civisme et votre respect envers envers tous les points de vue et toutes les confessions de toutes les personnes qui sont présentes ici. Voilà, donc je vais passer la parole à Alexia et écoutez, je vous souhaite une excellente conférence. Merci à tous d'être là. Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir également dans cet amphithéâtre au sein du pôle juridique et judiciaire de l'Université de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'antenne du Lab à Bordeaux. Va s'en suivre beaucoup de sujets et beaucoup d'afterwork et beaucoup de conférences sur les sujets que vous allez vous-même pouvoir choisir. Cette conférence sur la laïcité et les religions, elle s'inscrit dans d'autres travaux du Laboratoire de la République, notamment une conférence qui a eu lieu au mois de mai sur la neutralité en entreprise et sur la laïcité dans le sport. Donc aujourd'hui, on a choisi laïcité et religion, quel chemin pour vivre ensemble, parce qu'il me semble que la laïcité n'est pas un principe figé, au contraire, c'est un principe extrêmement vivant et qui a besoin de nous, de notre participation à tous pour continuer de vivre et continuer de faire en sorte qu'il permet de faire société au lieu de nous opposer. À l'heure où la laïcité, comme les religions, sont des sujets qui sont parfois dénaturés dans l'espace public, dans l'opinion publique notamment, ça se cristallise beaucoup pour l'un et contre l'autre. Il est important aujourd'hui qu'on ait cette discussion-là avec nos chers intervenants et avec vous, surtout parce que je pense que cette conférence sans vous, elle a beaucoup moins de sens. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette conférence de manière un peu plus interactive et d'avoir des échanges avec vous. On va pouvoir structurer le propos en 3 parties. Une première sur les religions et la laïcité en France, donc quelque chose d'un peu plus national. On ira ensuite dans les religions et la laïcité dans l'espace public, puis le rapport de la jeunesse aux religions et aux principes républicains. Bonsoir à toutes et à tous. Merci sincèrement aux organisateurs Raphaël et Alexia d'avoir pris cette initiative et je suis content de voir une fille bien remplie, en particulier de jeunes étudiantes et de jeunes étudiants et d'autres moins jeunes également qui sont toujours en place. Mais c'est agréable de voir ce sujet un peu aride et aussi un peu sensible, mais pas trop quand même, peut nous réunir ici. Alors je serai bref. Ce qu'on appelle la laïcité est difficile à définir. Moi ici, je parle comme professeur de droit. Je vais rester dans ce couloir-là. Est difficile à définir. Et d'ailleurs, ça n'est pas défini. La Constitution ne le définit pas, ne définit pas le terme. La Constitution se contente dans l'article 1er de dire la France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale et assurant le respect de l'égalité entre les citoyens. Formidable. Ensuite, elle décline l'indivisibilité, l'égalité, etc. Mais sur la laïcité, rien. Donc,
un caractère, hein, une caractéristique de la République, mais sans qu'on en dise plus. Et donc, il faut aller chercher ailleurs, dans des textes que vous connaissez, la loi de 1882, la loi Ferry sur la laïcisation de l'enseignement, des textes évidemment incontournables comme la loi du 9 décembre 1905, qui ne contient pas le mot laïcité d'ailleurs, mais qui pose le principe de la séparation enfin, d'abord le principe de la liberté de conscience religieuse, puis le principe de séparation des églises et de l'État, ou des textes encore beaucoup plus récents, hein, comme le dernier en date, qui est la loi controversée du 31 juillet 2025 sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, qui rappelle l'obligation, compris en particulier pour les agents publics, de se conformer au principe de laïcité. Bon, donc c'est un ensemble, et effectivement, comme vous l'avez dit Alexia, c'est un ensemble en mouvement, et quand on cherche à le définir, donc il faut aller chercher dans toutes ces petites sources. Ce dont on est sûr, c'est que c'est au moins la liberté de conscience religieuse, hein, la liberté de croire ce que l'on veut, ou aussi de ne croire en rien, ce qui est le cas une grande partie aussi de nos concitoyens qui croient en rien, et ça peut justifier. Donc ça, c'est la base. Ensuite, séparation des églises et de l'État, ça c'est le deuxième élément, c'est ce qui est au cœur de la loi de 1905. Et là aussi, ça peut prêter à discussion, parce que vous avez d'autres pays que la France qui postulent cette séparation des églises et de l'État, mais de manière un peu plus floue. C'est le cas par exemple des États-Unis. On ne le sait pas, mais les États-Unis ont aussi un principe de séparation des églises et de l'État, sauf qu'ils l'interprètent, et depuis 2022, ils font un retour sur leur lecture antérieure, et ils en reviennent à une lecture originaliste, plaçant, on va dire, Dieu au centre de l'intérêt public. Donc, ça sont les deux premiers éléments. Et le troisième élément, et j'en finis par là, qui là peut vraiment se discuter, mais moi qui me va bien, c'est que la laïcité, le Conseil constitutionnel a essayé de la définir dans une vieille décision, une décision de 2004. C'est le moment où on se posait la question de savoir comment harmoniser ou articuler le traité visant à établir une constitution pour l'Europe, qui finalement n'a pas été adoptée, pas ratifiée par la France, et donc son adoption a été rejetée, et la constitution française posant le principe de laïcité. Et le Conseil constitutionnel a donné une définition à laquelle je me rallie complètement, qui est que le principe de laïcité est un principe qui interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes qui fondent la vie en société. Bon, c'est une définition un peu forte de la laïcité, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, hein, et ce qui est l'objet de la rencontre, à savoir que la laïcité est conçue là comme condition du vivre ensemble et un pilier de la République. Et je finis exactement par là. Oui. Je fais partie de ceux qui considèrent que la laïcité devrait être précisée, parce qu'elle fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Certains parlent même d'un mystère de la laïcité, comme il y aurait, je regarde mon voisin de droite, comme il y aurait le mystère de la foi. Je pense qu'une notion juridique ayant autant de conséquences mériterait d'être précisée, et pourquoi pas dans la Constitution. Merci. Monsieur Aubron, vous voulez réagir sur ce propos-là, peut-être en précisant, vous, votre vision de la laïcité aujourd'hui Il y a un aspect juridique de la laïcité, ce peut être un peu quantifié, rationnel, celui du droit positif.
qui ne regarde que les comportements qui pourraient troubler l'ordre public objectivement établi par la loi. Donc, il y a un côté de la laïcité qui relève des libertés publiques, la liberté de conscience, la liberté de croire, de s'habiller comme on veut, de parler comme on veut. Et les religions sont concernées par ces libertés à condition qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi objectivement par la loi. Donc, il y a un côté, je dirais, très rationnel, très rationalisé par le droit positif. Il y a un côté historique également. La laïcité, ce n'est pas une génération spontanée, ils s'enracinent déjà au déclin du Moyen-Âge avec Philippe le Bel. Il a dit, je puise mon pouvoir de Dieu et de la sueur de mes soldats. Donc, le départ était déjà au Moyen-Âge, donc nous héritons cette histoire longue, avec la participation, l'introduction de la théologie scolastique sous l'influence de la pensée arabo-musulmane, qui est une forme de laïcisation de la théologie d'une certaine manière, parce que la scolastique, c'est une négociation de la foi entre la philosophie grecque commentée par Avicenne, Averroès, etc. Je vous renvoie à un livre très intéressant à cet égard, celui de la naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge de Monsieur Georges Lagarde, 5 volumes, très intéressant pour pouvoir connaître l'archéologie de notre laïcité aujourd'hui. Donc, il y a une histoire, il y a une archéologie que nous avons habitée. Émile Boula, il pense que cette laïcité passait par 4 phases. Il y a la phase sacrale, c'est-à-dire l'appropriation du divin pour légitimer le pouvoir, comme le cas de Philippe le Bel. Et puis, il y a eu la laïcité éclairée, celle des déistes du XVIIIe siècle. Puis, par la suite, celle du XIXe siècle, qui est une laïcité radicalisée, hein, donc très tendue. Et puis, la laïcité reconnue après la Deuxième Guerre mondiale, réconciliation entre la France laïque et la France catholique dans les tranchées. Donc, il y avait un facteur juridique, il y a un facteur historique, il y a un facteur également sociologique. Il y a également l'épuisement de la foi, l'évanouissement de la foi chrétienne sous l'effet du modernisme. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que cette laïcité s'est apaisée. Et donc, la religion n'est plus un sujet puisqu'il est devenu invisible dans l'espace public, etc. Puis, et là, j'ajoute la 5e étape, celle de la laïcité remobilisée à cause d'une éruption soudaine et inattendue d'une religion qui est exogène à la civilisation occidentale. Cette présence musulmane, c'est elle dont il s'agit dans cette laïcité aujourd'hui, même si on fait des contournements, etc. Mais le premier visé, c'est cette présence. Je vais pas entrer dans les mentalités, le côté mental, le côté psychologique, etc., qui fait que notre débat aujourd'hui sur la laïcité est un débat émotionnel et rationnel, idéologique parfois, parce qu'on est face à un phénomène où il y a non seulement le religieux, mais le culturel, le social, parce que le fait musulman, c'est un fait qui concentre plusieurs dimensions. D'abord, c'est une immigration essentiellement maghrébine, turque, subsaharienne, donc il y a l'anthropologique et le culturel. Puis il y a le côté social également, les banlieues, etc. Donc des facteurs qui donnent une certaine visibilité qui est simplifiée en musulman. Donc on réduit l'assignation à la tête. Parce qu'on a horreur aujourd'hui de la complexité, donc on est dans le monde de la simplification, donc on simplifie Mohammed, donc il est musulman, Khadija musulman, donc, et les musulmans aujourd'hui également, ils sont dans une logique identitariste, parce que pensant qu'ils sont musulmans, tout ce qu'ils font c'est de l'islam, même s'ils vendent du chic. Donc nous les théoriciens de l'islam, parce que je suis un des théoriciens de l'islam dans la sécularisation, je travaille beaucoup sur la sécularisation. J'ai oublié de dire que la laïcité est une des formes de la sécularisation, parce qu'on a plusieurs formes, on va pas entrer dans ce débat très complexe et compliqué. Le fait musulman, c'est un fait complexe, qui échappe aux musulmans eux-mêmes. Il y a l'immigration également. Il y a les religions, comme toutes les religions, sont portées par des exceptions culturelles. Voilà, mais il y a pas de religion comme ça dans le ciel. Elle est portée par des hommes datés et situés. Sauf que la qualité des musulmans aujourd'hui en Occident, ils viennent de l'anthropologie, du culture, etc. Donc, le principe actif de la religion est enveloppé par des adjuvants culturels, psychologiques, économiques, etc. On a du mal à discerner le noyau incompréhensible de cette religion avec la dimension civilisationnelle et culturelle. L'islam est une religion qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire.
Mais notre histoire n'est pas notre code. Les théoriciens de l'islam aujourd'hui en Occident, ils doivent faire la séparation des ordres. Il y a tout un travail herméneutique qu'il faudrait faire et un travail intellectuel parce que toute religion, elle se vit mais se pense également. Donc il y a le travail des imams qui doit être fait. On a un retard historique parce que les musulmans n'ont pas prévu cette situation. Donc le corpus doctrinal, il faut le revoir. Ce que j'appelle l'épistémologie de la réalité, comment établir une épistémologie, théorie herméneutique à partir de la réalité séculière occidentale. C'est un travail invisible que nous faisons, mais n'est pas encore, il y a un retard de transmission de ce travail à la communauté musulmane qui est travaillé par d'autres considérations, parce que tous les musulmans n'ont pas un niveau intellectuel pour comprendre la complexité de leur religion. Donc, ils vivent plus dans une religion identitariste. Parfois, l'islam il devient un bouclier identitariste de protection parce que tout le monde a peur, et quand on a peur, on se crispe, etc. Donc il y a un côté psychologique, sociologique. Mon devoir en tant qu'imam et théoricien de cette religion, théologien également, canoniste, justement de penser l'orthopraxie parce que il s'agit de la visibilité de la pratique religieuse. Je m'arrête. Sinon, c'est parti pour 2 heures. Je pense que les autres intervenants vont aussi parler à un moment donné. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir effectivement ici. Alors, je n'ai pas la casquette universitaire des 2 derniers intervenants, donc ça va être plus court, je pense. Peut-être juste, je voulais dire que du point de vue de l'Église catholique, effectivement, la laïcité nous permet de fait aujourd'hui d'avoir ce vivre ensemble assez simple pour une part, à mon sens. En tout cas, moi, d'expérience de prêtre, je prêtre depuis 3 ans, je vois pas de conflit majeur. Et c'est du coup plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a quand même moyen. Ça veut dire que effectivement l'histoire a permis que on puisse discuter de ces sujets-là d'une manière maintenant un petit peu posée, on pourrait dire ça comme ça. Et si on devait revenir au principe, on pourrait dire de laïcité qu'on peut retrouver dans l'Église et dans la Bible, me vient cette phrase de Jésus, là, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc au moins il y a une vraie séparation, une distinction du temporel et du spirituel, que l'Église n'a pas toujours vécu au long de son histoire, on peut le dire, mais qu'aujourd'hui, sur laquelle elle s'appuie largement pour vivre cette laïcité aujourd'hui. Ça marche, ça fonctionne. Ouais. Bonjour à tous, je suis présidente de la LICRA Bordeaux-Gironde, qui est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, une association qui a été créée en 1927. J'ai envie de vous dire, nous sommes encore là, hélas, parce que cela signifie que nous devons continuer à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Au-delà de ça, cela signifie qu'il y a encore des actes racistes et antisémites en France. On meurt aujourd'hui parce qu'on est juif, parce qu'on est musulman, parce qu'on est noir. Par conséquent, il y a encore beaucoup à faire. La laïcité, elle interroge, à mon sens, sur la citoyenneté. Comment sommes-nous citoyens aujourd'hui? Et je n'arrive pas à dissocier la laïcité de nos valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et cette laïcité s'inscrit dans cette liberté. On est libre de croire, de pas croire, de pratiquer, de pas pratiquer, mais on est aussi libre de croire sans pratiquer, ça existe, et de pratiquer sans croire, j'en connais ici, sans être jugé, sans être assigné à une identité. Et à mon sens, c'est de cela dont nous protège la laïcité. Et j'anticipe peut-être sur la suite, mais oui, la laïcité, elle nous protège. Elle nous protège. Ce principe d'égalité, oui, nous sommes tous égaux en droit. Nous sommes tous égaux. Les femmes et les hommes sont égaux. Je le précise aussi. Et c'est aussi important de considérer la place de la femme dans la société. Qu'est-ce que c'est que d'être citoyen et citoyenne aujourd'hui? Et la laïcité nous permet de respecter aussi cette égalité entre les hommes et les femmes. Cela nous permet, et elle nous permet aussi, de dire que on peut croire, on peut pratiquer, ne pas croire, etc. Mais nous devons respecter les règles républicaines.
Et ces règles républicaines, elles s'appliquent dans l'espace commun, dans l'espace public. Là, je laisserai la suite à Ferdinand de la Socramania qui le dira mieux que moi. Mais c'est ce langage commun qui nous permet de vivre ensemble et de se respecter les uns les autres. Et nous, au sein de la LICRA, dans cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on se repose sur ce principe qu'est la laïcité, bien sûr. Ça signifie au sein de notre association que nous défendons toute personne, quelle que soit sa religion, et que toute personne, quelle que soit sa religion, est évidemment, peut être adhérente de la LICRA de la même manière. On ne s'intéresse pas, dans ce sens-là, à la religion des personnes qui font partie de l'association. J'ai essayé de parcourir un peu le tout, je sais pas, j'espère que j'ai été claire. On voudrait même une autre question qui est comment la République peut-elle continuer de garantir la liberté religieuse, la liberté de conscience à travers la laïcité? Mais est-ce qu'aujourd'hui on a d'autres idées possibles, d'autres évolutions à venir dans la société par rapport à ça? Je ne comprends pas la question. Comment la République peut-elle garantir la liberté religieuse? En plus. Ah, c'est une obligation. Alors, c'est une obligation nationale et aujourd'hui c'est une obligation européenne puisqu'on fait partie du Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne des États qui ne satisfont pas à cette obligation. Qu'est-ce que c'est l'obligation? L'obligation des États qui font partie du Conseil de l'Europe, c'est de permettre de mettre en place des mesures législatives, réglementaires, administratives, techniques, peu importe, permettent que s'épanouisse la liberté d'expression et au sein de la liberté d'expression religieuse. Et c'est pour ça d'ailleurs que un certain nombre de mesures qui ont été prises par la France au nom de la laïcité ou sans dire que c'était la laïcité qui était en jeu, ont été scrutées par la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense à l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, dont on parlera tout à l'heure, et la Cour européenne des droits de l'homme, en l'occurrence, n'a pas osé à y redire. Mais en tout cas, les règles européennes imposent aux États membres du Conseil de l'Europe non seulement de ne pas opérer de discrimination en fonction de la religion, ça, d'accord, c'est la base, quoique, dans certains États, peut-être même en France, ça peut se discuter, donc ça c'est la base, et elle impose même de prendre des mesures positives pour que la liberté d'expression des opinions religieuses puisse s'épanouir. Il y a évidemment la règle, il y a également tout ce que l'on peut faire en action, en tout cas nous c'est ce qu'on fait à la LICRA, dans les établissements scolaires, c'est sensibiliser dès le plus jeune âge à cette question, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que l'égalité, qu'est-ce que c'est que la fraternité. Nous avons créé, nous, à la LICRA, des jeux avec lesquels on intervient dans les établissements scolaires et on a un jeu qui s'appelle le dilemme de la fraternité, au sein duquel les jeunes réfléchissent à cette notion et souvent ressort cette problématique de la laïcité, alors qu'on parle de la fraternité. On a un autre jeu qui s'appelle le dilemme de l'égalité. Si vous avez des questions, je pourrais peut-être expliquer un petit peu plus en quoi consistent ces jeux. Mais là également se pose la question du respect de la religion de chacun. Ce qui m'amène à dire que pour sensibiliser à la laïcité, bien souvent on n'est pas obligé de parler de la laïcité directement. On peut parler tout simplement de nos valeurs, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça me semble essentiel, et surtout auprès des jeunes. Et chez les jeunes, ils n'ont aucune difficulté. Je crois que c'est un problème d'adulte. Je vous l'assure. Oui, comme il a été souligné tout à l'heure, il y a un droit national, il y a un droit supranational. Nous avons, en tant que France, nous avons signé des conventions. Effectivement, dans un article qui dit que tout citoyen a le droit de pratiquer sa religion en privé et en public.
individuellement et collectivement. Et donc nous sommes tenus de respecter ce principe que nous avons signé. Le droit européen s'impose également à la France. C'est le côté, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le droit, il est bien quantifiable, objectif, c'est le droit positif. On est dans la rationalité. Kant est passé par là. Donc, je pense que le droit positif, d'ailleurs, ce sont des religieux qui l'ont construit. Guillaume de Cam, je pense que c'est le franciscain, le catholique, qui est à l'origine du droit positif que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la religion a produit sa laïcité également. Nous sommes dans une catho-laïcité, d'une certaine manière. Nous ne sommes pas dans une laïcité absolue métaphysique, c'est une laïcité à dominante culturelle catholique. C'est pourquoi nous lisons la pratique religieuse à l'un des pratiques catholiques. C'est pourquoi, quand nous trouvons un musulman pratiquant, on dit c'est pas la pratique connue culturellement, donc on a une mauvaise interprétation des pratiques. Entre le piétisme, l'intégrisme, le fanatisme, il y a une confusion sémantique qui n'est guère à faire de la lumière sur cette visibilité musulmane. Oui, donc effectivement, en tout cas pour l'islam, il y a une confusion entre l'aspect culturel et cultuel. Je dis toujours aux musulmans, et il y a aussi l'ignorance des musulmans de leur religion. La sécularisation a fait que nos musulmans n'ont pas une culture théologique, et c'est ça le problème. Il y a une sainte ignorance qui traverse toutes les religions, malheureusement, parce qu'il n'y a pas une médiation doctrinale, herméneutique. Les gens, ils piochent dans l'internet, TikTok, ils ont accès à ce que j'appelle une désécularisation sauvage. Les gens bricolent, les imams et les religions n'ont pas beaucoup d'emprise sur les jeunes aujourd'hui. Leur référence, c'est TikTok, Instagram, Snapchat, etc. Donc, l'islam, il y a la communauté collective, il y a la communauté connective, c'est-à-dire dans la connexion qui échappe également à la communauté. Il y a une communautarisation virtuelle également. Il n'y a pas que la communautarisation physique. Mais ce serait le troisième sujet. Je m'arrête, sinon. Je vous laisse la parole, et ensuite on prendra des questions dans le public, peut-être deux, et on passera ensuite à l'espace public. C'est peut-être pas plus mal finalement aussi que les religieux n'aient pas tant pris sur les jeunes, mais je pensais juste à un point sur ce que vous avez dit sur à propos des mots de liberté, égalité, fraternité. Je pense que un des rôles de la République, c'est justement précisément d'amener les gens à travailler sur les mots communs que l'on peut avoir, parce que ce sont des mots qui résonnent aussi au cœur des chrétiens, liberté, égalité, fraternité. Et donc l'avantage, c'est que des amphis comme ça où on discute les uns les autres, pour moi, c'est vraiment un exemple de la République qui essaye de prendre le temps de discuter, d'être sûr qu'on parle de la même chose quand on parle d'égalité, de liberté, de fraternité, ce qui n'est pas toujours évident. Un autre point peut-être très concret et positif, il me semble, c'est lorsque l'État demande aux responsables religieux leur avis. Alors, en tout cas, consulte les responsables religieux sur des matières un petit peu importantes. Alors, je pense à la politique, bien sûr, mais il y a d'autres lieux comme ça qui montrent que, effectivement, tous les citoyens sont pris en compte, quelle que soit leur religion ou pas. Et donc, c'est plutôt un aspect positif qui me semble qu'il serait toujours bon de développer. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants sur cette première partie avant qu'on passe à la suivante? Je pense qu'effectivement, la question derrière, c'est tout travail d'éducation. Comment est-ce qu'il permet de donner les conditions pour une liberté de conscience? Il me semble que pour pouvoir choisir, par exemple, il est bon de connaître les différents choix possibles. Voilà. C'est dans cet esprit-là que le catéchisme, par exemple, au sein de l'Église, est pensé, c'est-à-dire enseigner non pas pour obliger à croire, mais pour avoir les moyens de discerner si je veux croire ou pas. Je pense que concrètement, ce qu'on voit dans l'Église, c'est que il y a beaucoup d'enfants baptisés, un peu moins qui font l'étape suivante qui est la première communion, et puis encore un peu moins la confirmation derrière.
jusqu'à 18 ans où certains restent et la majorité peut-être pas. Ce qui prouve que quand même il y a cette liberté-là, elle est on voit le résultat de cette liberté-là. Voilà. Et donc, comme il me semble que en même temps qu'il y a l'éducation catéchétique, on pourrait dire des éléments de la foi, on essaye de donner aussi l'éducation, on pourrait dire, de la raison, ou en tout cas une capacité à choisir et à discerner ce que l'on veut pour notre propre vie. En tout cas, je dis un petit peu de manière c'est de dire que l'éducation chrétienne se veut une éducation intégrale, et donc qui donne les possibilités d'exercer sa raison et sa volonté, y compris sur son propre sujet, qui est la foi. Voilà comment. Vous évoquez un sujet très sensible et très compliqué, parce que qu'est-ce que c'est que la liberté? Nous sommes déterminés par nos lieux de naissance, l'environnement. Quand on a des parents athées, bon, les parents transmettent ce qu'ils ont. Quand ils sont agnostiques, et c'est un droit inaliénable, c'est un droit de l'homme. Les parents, ils ont le droit de transmettre la foi à leurs enfants, mais il y a la transmission, il y a la coercition, c'est pas la même chose. Et je pense qu'une fois, il doit cultiver le doute. Moi-même, j'ai élevé, pourtant je suis imam, mes enfants, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est la liberté, c'est une fois, ça se cultive. Le problème, c'est quelle éducation de la transmission. Ça se négocie, la transmission. Parce qu'il n'y a pas que les parents qui émettent. Il y a le TikTok, il y a l'école, etc. Donc, ils sont plus branchés à TikTok que les parents. Aujourd'hui, dans notre communauté, on voit l'inverse. Les enfants sont plus religieux que les parents. C'est ça aussi. Il y a les parents qui veulent modérer, la fille qui veut mettre le foulard, les parents ne sont pas d'accord. Donc le phénomène est très complexe. La liberté, c'est quelque chose d'angoissant, déjà. On préfère penser à sous-traiter la pensée que de penser par soi-même. Est-ce qu'on a les capacités de penser par soi-même? Parce qu'il y a le déterminisme scolaire également, déterminisme, etc. Il y a beaucoup de... Ça, sauf si on est spinoziste. Et ça, on est dans le panthéisme de Spinoza, on est dans un autre continent. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que le déterminisme? En tout cas, la coercition, la violence est interdite, la loi l'interdit. Nous avons un arsenal juridique qui permet de protéger l'enfant. Appliquons cet arsenal juridique. Dès qu'il s'agit de la coercition, de l'harcèlement, la violence psychologique, pas uniquement physique, psychologique, forcer l'enfant déjà, un musulman qui force son fils à faire la prière, sa prière n'est pas valide. Parce que la condition de validité de prière, c'est la foi et l'intention. On ne peut pas obliger quelqu'un d'adorer Dieu alors qu'il ne l'adore pas. Et ça, il faut éduquer. Et là, je reviens aux religieux, à ceux qui émettent la religion, de introduire le doute et la pédagogie dans la transmission de la foi. Il me semble que c'est aussi le rôle de l'école. C'est principalement le rôle de l'école, c'est celui de permettre à nos enfants d'avoir un espace qui est autre que celui de la famille, qui est autre que celui des croyances familiales, et qui est cette ouverture à l'autre, cette ouverture à toutes les religions, mais au-delà de la croyance, c'est la connaissance. Je voudrais juste répondre sur la question de l'ordre public. Je ne retire rien de ce qui a été dit précédemment. Je suis d'accord avec tout, mais simplement, il faut aussi le mettre en corrélation avec, comme vous le savez, le développement de l'enseignement privé exponentiel et de la scolarisation à la maison qui souvent recèle, dissimule toutes sortes de pratiques coercitives. Ceci dit, pour le reste, je n'ai pas vos compétences. Je pourrais juste dire un petit mot sur l'ordre public. Alors, vous avez été député, madame. Vous savez bien, la loi en France, elle se prend entre deux statuts à l'Assemblée, la liberté d'un côté, l'ordre public de l'autre. Ce sont les deux bornes de la législation telle qu'on la conçoit en France. Et effectivement, tout notre système juridique est orienté vers ça. La Déclaration des droits de 1789 dit toujours la liberté pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public. Donc il n'y a pas de difficulté
conceptuel là-dessus, sauf que sur la liberté religieuse, il y a un glissement en ce moment. En fait, le glissement, on peut assez bien le dater, parce que, je m'excuse, je fais un tout petit peu de droit, mais bon, comme ça, c'est confortable, pas trop de risques. Quand on essaye de parler de l'ordre public, les juristes ont dit que l'ordre public, c'est en principe l'ordre public matériel. Quelqu'un casse quelque chose dans la rue, le fait d'approcher. En ce moment, il y a des déférés qui sont examinés par les tribunaux administratifs sur le drapeau palestinien. Est-ce que ça, l'accrocher au fronton des mairies, est-ce que ça trouble l'ordre public? Est-ce qu'il y a eu des manifestations, des gens qui ont été tués? Visiblement, non. Mais bon, l'ordre public, c'est l'ordre public matériel. Donc ça, on voit à peu près ce que c'est. La difficulté, c'est qu'actuellement, justement sur la question de la liberté religieuse, et notamment des vêtements dans l'espace public, on a glissé d'un ordre public matériel vers un ordre public immatériel, beaucoup moins facile à cerner. Ça s'est passé très concrètement au moment de la loi sur la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public. Parce que la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public peut réjouir certains, choquer d'autres, etc. Mais peu importe, mais elle ne porte pas fondamentalement atteinte à l'ordre public matériel. En revanche, elle porte atteinte, c'est ce qui a été jugé à l'époque, à un ordre public immatériel, difficile à définir. Et ce glissement-là, il est dangereux parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la laïcité qui n'est pas définie et qui devrait l'être davantage. Dès qu'on commence à glisser vers des notions non définies, évidemment, on s'apprête à toute forme de dérive. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, j'aurais fait Quelque chose. 2 petites minutes. Parce que c'est la dissimulation du visage. Parce que l'argument qui est avancé, c'est pas l'argument religieux. C'est l'argument sécuritaire. Ça concerne les hommes et les femmes. Dans les manifestations, on n'a pas le droit de dissimuler le visage. Alors, On a universalisé cette loi pour tout le monde. C'est parfait, vous avez fait la transition sur la deuxième partie. exactement. Merci beaucoup. On va passer sur l'espace public et le quotidien en France. Et ma question est la suivante. L'espace public doit-il rester neutre de toute représentation religieuse ou bien accueillir la diversité religieuse? Et je donne la parole au père Bazet. Je pense que l'espace public n'est pas appelé à être absolument neutre, dans le sens, au niveau des personnes, j'entends bien, sinon ça serait réglementer un petit peu trop la manière de s'habiller de tout le monde, ce qui est déjà un petit peu galère. J'ai essayé une fois dans son église, en disant peut-être que mademoiselle, ce serait mieux de... Je le referai plus jamais. Et erreur de débutant, et j'étais dans mon temps, voilà, je dois l'avouer. Regardez là, mademoiselle. C'est quoi la question de vocabulaire. Donc, effectivement, J'ai une fille de 22 ans. Mais je suis sur mon vocabulaire. Ah oui. et donc, ouais, je pense que l'expression visible d'une religion dans l'espace public, bien sûr, tant qu'il n'est pas absolument énorme, voilà, je pense qu'il est souhaitable parce que pour revenir sur la question de la fraternité, comment est-ce qu'on peut construire une fraternité si je suis obligé de cacher pour une part qui je suis, et en tout cas ce qui me définit pour une part. À ce niveau-là, je pense que c'est vraiment important. Ou alors, assez vite, on arrive sur une uniformisation globale, et ça, à mon sens, poserait problème. Qui choisirait l'uniformisation, etc. Voilà. Et donc, pour moi, il y a un peu deux aspects à prendre en compte. Est-ce que l'expression visible, elle va à l'encontre justement des valeurs de la République et de son substrat, on pourrait dire, culturel et historique?
Et la deuxième question, qui est un peu une question de prêtre, j'en ai bien conscience, mais c'est quelle conversion du regard moi-même j'ai à vivre pour accueillir l'autre dans ce que j'ai pas l'habitude de voir. Voilà. Et le fait, par exemple, qu'il y a pas mal de... Aujourd'hui, je dis pas que il y a que ça, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent à l'église. Et Alors, ce sera également la troisième partie. Merci pour le spoiler. c'est juste que, du coup, ils arrivent avec beaucoup de codes qui ne sont pas, pour aller très vite, les codes de l'Église, et je vais très vite à nouveau, un peu bourgeoise catholique. Voilà. Ben voilà, ça chamboule et ça oblige à repenser un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Est-ce que Sarah Bomber, vous pourriez donner votre avis là-dessus? Ça m'intéresserait en tout cas. Mon avis sur quoi précisément? La neutralité dans l'espace public. Sur la Neutralité. Ah, la neutralité dans l'espace public. Mon avis, alors ce sera pas mon avis, j'interviens en tant que président de la LICRA Bordeaux-Gironde, donc ce sera plutôt à travers la position de la LICRA Bordeaux-Gironde que je m'exprime aujourd'hui. Ça interroge cette manière, je reviens toujours à la fraternité parce que pour moi c'est quand même un fondement sur lequel on ne peut pas vivre. Elle interroge sur la manière dont on perçoit les autres et sur nos propres préjugés. J'aimerais un petit peu aller sur ce terrain-là, si vous me permettez, sur ces process cognitifs qui font que qu'est-ce qui fait qu'on a des préjugés sur une personne et qu'est-ce qui va faire qu'on va accepter cette différence ou pas, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit tout autre. Là, je peux sortir de la religion, le handicap, on peut prendre tous les critères de la discrimination. C'est sur ces questions-là qu'on intervient énormément dans les établissements scolaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du fait de parler de qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est que le racisme, qu'est-ce que c'est que de rejeter l'autre parce qu'il est juif, musulman ou chrétien, ou bouddhiste ou que sais-je, se pose la question de nos process cognitifs qui font que nous avons cette tendance à accepter beaucoup plus facilement quelqu'un qui fait partie de notre groupe, ce qu'on appelle l'endogroupe, et qu'on a tendance à rejeter beaucoup plus facilement quelqu'un qui appartient pas à mon groupe. Donc c'est ce qu'on appelle l'exogroupe. Une fois qu'on a pris conscience de cela, ça nous permet de mieux travailler sur nos propres préjugés. Et pour ça, il faut en avoir conscience. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre des interventions scolaires, c'est de faire prendre conscience aux jeunes quels sont leurs propres préjugés, soit par rapport aux religions, soit par rapport, par exemple, au sexisme. Je vous donne un exemple, on leur faisait faire un exercice où on leur demandait de catégoriser les êtres humains qu'ils avaient rencontrés dans la vie. Eh bien, il y en avait certains qui n'osaient pas me distinguer les hommes des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils me disaient, non, c'est du sexisme, madame. Ils ne pouvaient pas distinguer les blancs des noirs parce que pour eux, c'était du racisme. Ils n'allaient pas distinguer les religions parce que pour eux, c'était être antisémite ou être anti-musulman. Non. Et c'est là où il est important de savoir ce que c'est que le racisme, ce que c'est que l'antisémitisme. Je ne sais pas si je me perds pas un petit peu dans ce que je dis. À travers cette neutralité de l'espace public, pour qu'il y ait, en tout cas, que cette neutralité soit respectée, il faut qu'en tant que citoyens, nous soyons d'abord citoyens. Et ça signifie respecter l'autre en fonction de ses différences. Et ne pas le stigmatiser ou ne pas... Voilà, c'est là où je voulais en venir et que j'en reviens toujours à l'école parce que je crois beaucoup en notre jeunesse. Parce que à travers toutes les interventions que l'on fait, j'en ressors toujours le cœur vaillant. C'est juste pour bien distinguer, je ferai encore mon juriste des bêtes, l'espace public et le service public. Que dans le service public, des règles strictes s'appliquent. Pour ma part, j'y suis entièrement favorable et je pense qu'on est vraiment resté à mi-chemin de ce qui avait été lancé en 2004 et qu'il y a bien d'autres services publics que l'école primaire et le secondaire qui doivent être concernés. On le sait, l'hôpital public, les transports publics, etc. Ça, c'est le service public, c'est l'action de l'État ou des collectivités territoriales. Là que les sphères publiques et privées religieuses soient
strictement séparés me paraît extrêmement important. Et je pense qu'on ne va pas trop loin, on ne va pas assez loin. En revanche, sur l'espace public, c'est-à-dire la rue, le trottoir, voilà, la plage, les fleurs, Burkini, etc. Euh, Là, pour ma part, je suis gêné vraiment par des réglementations ponctuelles qui sont mises en place, ou même la réglementation nationale, parce que effectivement, j'y vois les bribes, et il faut toujours faire attention à ce type de phénomène quand on commence à tirer sur le fil, si je peux dire ça, des bribes ou des prémices d'un système totalitaire. Je trouve, moi, personnellement, je suis vraiment gêné par ça, par la réglementation au sein d'espaces publics. Pour moi, la distinction entre le service public, donc aller beaucoup plus loin, et l'espace public doit être faite nettement. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que vous vouliez dire quelque chose, allez-y. Je vais pas répondre à la question, mais la question est posée, c'est mon tour de Allez-vous. répondre. Je viens enchaîner sur le même raisonnement entre le concept de la République et l'espace public. Confondre ces deux répertoires, c'est tomber dans le totalitarisme. C'est la République qui est laïque, et c'est pas la société. Le citoyen lui-même n'est pas laïque, selon la philosophie politique française, selon le droit français. Parce que le citoyen peut être agnostique. Là, ici, c'est pas une religion, c'est pas une idéologie. Il peut être agnostique, il peut être athée, il peut être croyant, pratiquant, non pratiquant. La laïcité n'est pas une catégorie à côté de ces catégories-là. C'est la catégorie dans laquelle s'expriment les convictions à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public. On n'est pas dans la laïcité belge, par exemple, où la laïcité est représentée par la pensée libre, etc. Ils ont des subventions au même titre que le catholicisme et l'islam et le judaïsme. Nous sommes dans une configuration où la laïcité est le monopole des institutions. Même l'agent n'est pas laïque, il doit garder une neutralité, ce qui n'est pas la même chose. On ne peut pas demander à un croyant d'être, ne pas être, mais il doit garder la neutralité. Le président, il peut être catholique, il peut être juif, il peut être musulman, mais dans l'exercice de ses fonctions, quand il est en charge d'un service public ou d'une institution de la République, il doit garder la neutralité. Mais dans sa vie privée, il peut être pratiquant, pas pratiquant. Il y a la confusion juridique, sémantique qui est très grave, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas neutre. On n'est pas neutre. On doit garder la neutralité, mais on a des convictions, on n'est pas laïque. La laïcité, c'est la branche sur laquelle tout le monde est assis, tout le monde doit la défendre. Il n'est pas le monopole d'une partie des Français. Tout le monde, le musulman, le chrétien, tout le monde doit défendre la laïcité parce que c'est elle qui nous protège tous. Je crois qu'elle a Je voudrais juste dire une précision, mais je pense au couvert de Ferdinand Meulès-Ocramania, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de droit constitutionnel à la parenthèse. Et vous avez beaucoup de chance s'il y a des étudiants ici qui l'ont en cours d'ailleurs. Je voulais juste préciser que la laïcité, elle ne s'adresse pas aux citoyens. La laïcité, elle s'adresse aux institutions. Si elle s'adresse au président de la République, c'est parce qu'il représente l'État. C'est juste de par sa représentation, mais ça ne s'adresse pas au président en tant que personne. C'est pour ça que je n'ai pas compris. C'est ça. Ah, C'est la même chose. Ils ont envoyé les mêmes phrases, les mêmes syntaxes. J'étais pas sûre parce que la neutralité ne s'applique pas aux individus, elle s'applique aux institutions. C'est pour ça qu'on distingue bien l'espace public des services publics et des personnes. Merci beaucoup. Actuellement, on a des propos assez abstraits. Je voudrais savoir si vous aviez un exemple pour nous prouver qu'il y a une harmonisation entre les valeurs républicaines et la religion dans l'espace public. Est-ce que vous pourriez me citer un lieu ou un exemple que vous avez pu voir? Moi, j'en ai un. Allez-y. Ceux qui me connaissent un petit peu ne peuvent pas ignorer les originaires de la Réunion, comme je le dis à peu près les autres phrases. Et à la Réunion, à côté de là où j'habite, il y a une mosquée, à Saint-Denis, dans la capitale, qui est une mosquée
un peu particulière et très intéressante sur le plan juridique, et ça qui m'intéresse. C'est une mosquée antérieure à la loi de 1905. Donc, la loi de 1905 ne s'y applique pas. Et néanmoins, depuis l'origine, elle a des fenêtres qui sont, d'abord, c'est vraiment un lieu dans lequel on peut rentrer très librement, et elle a des fenêtres, d'aucuns diraient des vitraux, qui sont toujours à 3 vantaux, bleu, blanc, rouge. Et ça, j'avoue que pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, il y a des petits reportages sur YouTube et autres sur cette mosquée où l'imam est interrogé et fait visiter la mosquée. Pour moi, c'est un symbole de conciliation et de conjugaison possible. C'est vraiment peut-être l'arbre qui cache la forêt, je ne sais pas, ça ne correspond pas à grand-chose, mais enfin, en tout cas, ça correspond à mon vécu, à moi, plus que l'autre, c'est ce que vous me demandez. Merci beaucoup. Mon père, si vous voulez parler, allez-y. Juste à Bègle, ici, alors c'est un héritage historique, mais sur l'église qui a été transformée en mairie pendant un temps, il y a le liberté, égalité, fraternité sur le fronton de l'église. C'est la petite particularité. Actuellement. L'église Saint-Pierre de Bègle, je crois. Je suis pas sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Et puis après, dans la religion juive, les juifs, tous les samedis, ont cette prière pour la République, qui est inscrite dans le rituel, et qui est aussi dite d'ailleurs dès qu'il y a une cérémonie sur l'espace public. Non. Merci, vous avez bien fait de me couper parce que c'est un très bel exemple qui montre qu'on peut avoir des éléments concrets sur l'harmonisation entre les valeurs de la République et la religion. Est-ce qu'il y a des questions? Sur ce que vous dites, je ne veux pas fantasmer sur la Grande-Bretagne ou le Canada. Je crois que là, il faut aller voir un tout petit peu plus près. Mais encore une fois, je reviens à la distinction tout à l'heure, service public, espace public. Moi, je pense que dans le service public, la France, compte tenu de la conception de la laïcité qui est la sienne, elle peut faire ce qu'elle veut et elle devrait aller encore sans doute plus loin pour aller vers d'autres services publics où des problèmes se posent. En revanche, dans l'espace public, là, je serais plutôt assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une crispation un peu idiote qui du coup obscurcit le débat sur la question des vestimentaires. On s'en fiche, à vrai dire. Hein. Il y a bien d'autres signes que des signes religieux qui peuvent troubler dans l'espace public. Moi, perso, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis énervé quotidiennement comme une vieille personne par je ne sais pas quoi. Mettons le bobo à trottinette, il m'énerve plus que la porteuse ou le porteur de signes religieux. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent nous énerver dans l'espace public, mais c'est ce qui fait aussi la diversité de la société. Donc, dans l'espace public, voilà, je pense qu'il faut vraiment bien distinguer les deux sphères, et juste pour pas laisser la question de Marilyn, enfin le propos de Marilyn sans réponse, tout à fait d'accord avec vous, la laïcité, c'est un projet, etc. Très bien, à 100%. Petite difficulté, c'est un projet qui n'est pas porté politiquement aujourd'hui. Mal porté ou insuffisamment porté. Et il y a une vraie difficulté. Et la laïcité, hélas, pour elle, est largement instrumentalisée. Merci beaucoup. Juste pour arriver dans ce sens-là, pour dire que je pense même que le fait que le projet soit pas spécialement porté et que on essaye on focalise sur certains petits points dans l'espace public, et bien effectivement, même, j'ai plutôt tendance à croire que ça cristallise les tensions et que ça clie encore plus. Je me permets juste d'ajouter quelque chose, parce qu'avec le laboratoire de la République, j'ai eu l'occasion de conclure une table ronde pendant les universités d'été. Et je pense que dans la salle qui était celle de l'atelier, il est arrivé sur un point de partage commun qui est que la laïcité, ce n'est pas un principe qui est réservé aux conservateurs de principe. Au contraire.
Et il est important que tout le monde et que tous les acteurs, notamment politiques, s'en saisissent aujourd'hui. Vas-y, madame. Je voulais vous poser la question de savoir ce que vous nous avez indiqué, c'est votre ressenti. Ouais, enfin, quand j'ai voyagé, du coup, j'ai vu ça, et même moi, ça m'a choqué, parce qu'en tant que Français, on arrive dans une société où, en tant que Français, dans notre société, on n'a pas l'habitude de voir ces ports religieux qui sont très distinctifs là-bas. Quelqu'un qui porte une grosse croix, qui porte un voile intégral, on n'a pas ça en France. Donc, du coup, quand on arrive dans une culture autre, on est souvent assez déstabilisé. Et en fait, ce qui m'a étonné quand j'ai voyagé, du coup, c'était le Canada. Il n'y avait pas ce frein en fait que moi j'avais parce que ma société m'avait contraint à avoir ce frein-là. En fait, je voyais les Canadiens qui discutaient entre eux et même une femme qui avait le visage voilé, les deux personnes ne se connaissaient pas et elles apprenaient à faire connaissance comme ça. En fait, c'était plutôt sympathique du coup parce que il n'y avait pas ce frein que nous avons ici. Je voulais juste revenir au ressenti. Dans votre trame, il y avait cette question de savoir si la laïcité était un frein et si c'était par rapport au ressenti. Certaines personnes ressentent que la laïcité est un frein à leur pratique religieuse. Et il me semble qu'on doit tenir compte de ces ressentis pour aller vers ces personnes. Et au contraire, c'est là où est le rôle, en tout cas d'une association comme la nôtre, c'est de sensibiliser à ce que c'est que la laïcité, nos valeurs républicaines, et puis surtout ce que vous disiez, de bien distinguer l'espace public et le service public et nos pratiques en tant que citoyens religieux individuels. Merci beaucoup. Peut-être après la question, s'il vous plaît. Donc on continue. On va aborder le dernier axe de la soirée qui est le futur des religions et la société. Et je laisse la parole à Alexia. Je vais faire très vite parce que je pense que plein de gens vont me poser des questions et peut-être que ce sera plus libre comme ça. La question, elle est plutôt vis-à-vis de la jeunesse. En préparant cette conférence, on a pu observer deux phénomènes. C'est les jeunes qui n'ont pas forcément grandi dans un milieu religieux, ou leur a pas forcément transmis de croyances, et en grandissant vers 16-17 ans et après, commencent à croire, à s'identifier à une religion, alors que pourtant ils n'ont pas grandi, grandi là-dedans. Et au contraire, des jeunes qui rejettent la religion. Donc, on a deux phénomènes. On va vers une religion ou on la rejette complètement. Et moi, j'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Est-ce que justement, TikTok, les responsabilités là-dedans? Est-ce que les réseaux sociaux en règle générale, qu'est-ce que, même vous, je suis rapprochée dans les écoles, à quoi est-ce que vous êtes confrontés? Qu'est-ce que vous voyez? Pas ça. On n'est pas confronté à ça du tout. En revanche, de tout temps, ça a existé dans toutes les familles, ne serait-ce qu'au sein de nos familles, on peut avoir eu une éducation très religieuse et mal être soi-même, et qu'au sein d'une fratrie, avoir des personnes qui sont très religieuses et d'autres pas, alors qu'ils ont eu exactement la même éducation. C'est exactement la même chose pour le racisme et l'antisémitisme. On peut être issu d'une famille absolument pas raciste et avoir au sein d'une fratrie un frère ou une sœur raciste et pas l'autre. Enfin, donc il y a aussi cet autodéterminisme qui existe. Il y a des personnalités, il y a tout un tas de choses. Il y a le vécu de chaque personne aussi qui intervient. C'est complexe. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question en disant on est dans une période où, alors effectivement, TikTok, les réseaux sociaux, on peut parler peut-être. Nous, on s'est interrogé, on a beaucoup travaillé sur ce que l'on appelle, ça y est, le mot m'a échappé, la radicalisation, qui est un vrai sujet. Mais là, on est plus sur la pratique religieuse, on est encore dans autre chose. Mais on entend plus dans quelque chose qui est de l'ordre de la secte, autre chose. Et les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité dans ce cadre, ça, on l'a vu, mais vous répondre par rapport aux religions, ça, je pense que de tout temps, ça existait. Et puis, il y a peut-être des phases aussi dans la vie où on est plus pratiquant que d'autres, où on a envie de s'affirmer plus que d'autres. Là, c'est mon opinion personnelle qui s'exprime. Monsieur Roux? Peut-être que je vais répondre à côté. D'abord, il faut noter que nous passons par un moment très sensible dans l'histoire humaine, en général, et l'histoire française en particulier.
Nous sommes désormais dans des sociétés mondes intriquées, où les frontières deviennent de plus en plus poreuses par le biais du virtuel, par le biais du déplacement, l'immigration. Donc, il y a un bouleversement anthropologique mondial qui crée une forme d'angoisse existentielle. Et les gens, ils ont besoin de s'attacher à quelque chose. S'attacher à l'absolu. Un absolu second virtuel. Et donc, effectivement, nous sommes dans une configuration anthropologique nouvelle. Tout le monde est confronté à cette situation. Le politique, le religieux, le sociologue, on a du mal à interpréter le fait présent. Tellement il est quantique, indéterministe, ou bien interdéterministe. Donc, c'est dans la complexité. Pour l'islam qui pose vraiment la question de la laïcité en France, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot, c'est l'islam avec l'immigration qui est devenu un enjeu de civilisation, un enjeu d'identité, etc. Donc il faut affronter la question frontalement, mais avec souplesse et pédagogie. L'islam, il s'installe dans des sociétés sécularisées, d'origine où la sécularisation n'est pas comme les pays anglo-saxons d'ailleurs. On voit Trump, on voit aujourd'hui l'Amérique, les mouvements évangéliques. Il y a un retour. Peter Berger, qui est le sociologue américain spécialiste de la sécularisation, depuis les années 80, il a noté un retour du religieux sur la scène politique. Donc c'est un phénomène mondial. Il ne faut pas croire que la France, il est isolé. Nous sommes rattrapés par les mouvements évangélistes, les mouvements islamistes. Donc, nous sommes à l'image de ce monde effervescent. Moi, je suis un acteur, je suis pas uniquement un observateur, je dois faire un bon diagnostic pour pouvoir théoriser une visibilité qui apaise le croyant et le non-croyant en même temps, ce que j'appelle la théologie de l'altérité. Il faut faire place à l'autre. Le droit ne va pas régler le problème de la laïcité, parce que beaucoup de choses qui relèvent de changement de mœurs, ça relève même pas de la laïcité. On met beaucoup de choses sur la laïcité qui ne relèvent pas de la catégorie de la laïcité. C'est un changement de culture, un changement de mœurs, ça échappe à la laïcité. Le droit, il est rationnel, mais ce qui gère la relation entre les gens au quotidien, c'est les codes culturels. C'est pourquoi je parle de l'acculturation de l'islam. Non seulement prendre en considération les valeurs de la République, le droit positif, mais d'intégrer la dimension culturelle dans la visibilité. On parlait tout à l'heure de signes religieux, ça me fait rigoler en tant que théologien, parce que l'islam est une religion aniconique. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de symbole religieux, il n'y a pas d'objet cultuel, etc. Théologiquement parlant, l'islam est le plus à même à se diluer dans la culture, parce que la visibilité du musulman, c'est sa visibilité culturelle et non culturelle. Il y a une visibilité religieuse marocaine, il y a une visibilité religieuse asiatique, etc. La question des vêtements, il y a une confusion de taxinomie. Beaucoup de musulmans pensent que les vêtements relèvent du culte. C'est une plaisanterie. Le canoniste que je suis, les vêtements relèvent de la culture. La pudeur, c'est une chose, et le vêtement, c'en est une autre. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un uniforme, un habit religieux. Ça n'existe pas, un habit religieux dans la théologie musulmane, dans le droit canonique. Donc, il y a une ignorance musulmane, bien sûr, le hijab est devenu un concept idéologique qui a été fabriqué par les mouvements islamistes, etc. Donc, la théologie qui se mélange avec l'idéologie. Il y a aussi la confusion entre le droit canonique et l'idéologie. Lorsque le droit canonique devient une forme d'idéologie. Et donc, il y a un rapport, il y a un problème chez les musulmans. Moi, mon premier problème, c'est avec les musulmans d'abord. Et les musulmans souffrent de l'intérieur. Le problème qui menace les religions, c'est pas l'autre, c'est l'implosion de l'intérieur. Toutes les religions sont traversées par des tensions de l'intérieur. Et cette tension, ça répercute sur l'environnement, sur l'extérieur. Le terrorisme a tué plus de musulmans que de non-musulmans. Il a d'abord frappé le musulman avant de frapper le non-musulman. Donc il faut connaître un petit peu ce que j'appelle la géothéologie, comment les religions circulent dans les univers. Aujourd'hui, la spiritualité, au lieu qu'elle soit un facteur d'apaisement du croyant et du non-croyant, devient un facteur, une énergie d'angoisse et de tension. Et je pense que les religieux, en tout cas les institutions religieuses, ou bien les diffuseurs du discours religieux doivent faire très attention à ce que j'appelle la théologie préventive, parce que les mots, les concepts, les dogmes peuvent
faire souffrir le croyant d'abord, parce que beaucoup de croyants ne croyaient pas que les musulmans sont heureux dans leur religion. Ou bien les catholiques, ou bien ils souffrent de l'intérieur. Une religion qui n'arrive même pas à apaiser le croyant. Donc il y a un problème intrinsèque aux religions aujourd'hui qu'ils doivent dépasser. Donc c'est effectivement, moi j'appelle à une discrétion, une pudeur religieuse dans l'espace public. Et faire place à l'autre également. Il n'y a pas que mon droit, ton droit, mon droit. Il faut une théologie d'altérité. Il faut faire place dans l'herméneutique, dans la théologie d'une religion, la place de l'autre, qu'il ait sa place. Parce que Dieu, il accueille tout le monde. Et le Dieu des mondes, c'est pas Dieu des musulmans, Dieu des juifs, il est Dieu des mondes. On a fait de Dieu quelqu'un qui divise. Or, c'est le Satan, comme on dit, c'est le Satan qui divise. Donc, on a satanisé ce Dieu qui divise les gens. Et c'est à cause des religieux, c'est à cause des fidèles, c'est pas à cause de la religion de ton côté. Effectivement, la religion peut apaiser comme elle peut être instrumentalisée par des groupes, par des politiques, par des régimes politiques, d'où une nécessaire sécularisation, séparation des pouvoirs. C'est ça qui va sauver la religion. Si ça peut sauver la République. Oui, c'est bien. Moi, je suis un catholique heureux d'être catholique. Et il y a des souffrances de pauvre. Mais en tout cas, ce qui fait une de mes joies actuelles, c'est précisément quand même que effectivement beaucoup, enfin, à nos yeux, pas mal de gens viennent à l'église, et je pense rien qu'à propos, dans l'église de France de manière générale, une augmentation de 50% des personnes baptisées, nouvellement baptisées adultes, en un an, et ça continue d'augmenter sur les Ambroises des Talences où je suis, pareil, il y a une vraie augmentation. On a baptisé 4 par an il y a 5 ans. Aujourd'hui, on devrait être autour de 40. Voilà. Ce qui est des petits chiffres, j'en ai bien conscience, mais c'est quand même assez impressionnant pour nous. Et de fait, on accueille pas mal de monde. Donc ça, c'est au niveau personnel. Et puis, il y a un niveau plus large, je crois que c'est les travaux du sociologue Yann Raison du Clésieux, qui a travaillé tout ça pour voir de fait, il note un reflux global des religieux. Il y a moins de monde qui est religieux, mais il y a une identité plus forte, on pourrait dire, de ces religieux. Et donc, puisqu'il y a un phénomène de minorisation, je crois qu'il dit ça, eh bien, ça fait un peu plus caisse de résonance, et donc le religieux prend plus le religieux observant notamment prend plus de place et plus vu, quoi. Et donc il y a ces deux phénomènes-là. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est paradoxal. C'est ce qu'on voit aussi, par exemple, sur les chiffres, sur des sujets qui me tiennent à cœur, de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Quand on fait des enquêtes d'opinion auprès des Français, sur le thème de la troisième axe sont les jeunes, chez les jeunes, la tolérance ou respect à l'égard des autres augmente très nettement en proportion par rapport à leurs aînés. Donc, c'est enthousiasmant, c'est formidable, plus de fraternité, etc. En revanche, quand on corrèle ça avec des statistiques, là, les jugements en matière pénale de faits, actes à caractère raciste et antisémite, eux sont en explosion. Donc il y a là aussi une forme de paradoxe. Vous voyez, la société française, elle est traversée par ces paradoxes qui sont un peu inquiétants, une forme de, comment dire, d'extrémisation. La question dans l'Église catholique, qu'est-ce qui fait que autant de personnes viennent, et on n'a pas trouvé de réponse, ça va dire, hein, mais effectivement, c'est un mouvement qui traverse probablement toute la société. Et je pense que le désir de cadre et le sentiment d'appartenance font partie des raisons. Moi, je dissocierais l'antisémitisme de la religion. C'était pas mon propos, c'était notre paradoxe. Est-ce que dans notre religion, quelque chose, il est
Donc, dans 1 minute. Donc, je vais laisser la parole au public pour vous poser les dernières questions. Une question dans le public? Juste un point on va dire, notamment sur la question de la radicalisation. Il y a un élément en tout cas fort, c'est que dans toute religion, il y a quand même un désir de radicalité qui n'est pas forcément radicalisation. Là, c'est une délire, bien sûr, mais il y a un désir de radicalité et c'est pour la religion catholique, c'est le fait de faire comme le Christ, c'est-à-dire de donner sa vie entièrement pour les autres. Mais du coup, effectivement, c'est le rôle des pasteurs particulièrement, je trouve, de devoir s'assurer qu'il n'y a pas de dérive dans cette radicalité recherchée pour le bien des autres normalement. Je te laisse conclure. Et peut-être que si vous te laissez un petit peu, il faudra changer avec le reste du public parce que les autres, ils sont fait libérer l'amphithéâtre. Je sais pas. En général, ils viennent me chercher. Je vais conclure et par la suite, je laisserai un temps pour les questions et vous pourrez directement échanger avec les intervenants. Finalement, pour conclure, la laïcité, ce n'est pas un obstacle à la diversité religieuse, mais la gardienne permettant la liberté de croire ou de ne pas croire. À l'avenir, il sera nécessaire de continuer d'utiliser la laïcité comme un outil d'inclusion et non comme un outil d'exclusion, afin d'éviter, comme l'a dit le père Basile, des appels à la radicalisation et au déclin du dialogue social. C'est dans cet esprit du dialogue constructif et de respect mutuel que nous pouvons bâtir ensemble une société fraternelle, unie et dans sa diversité. C'est dans l'échange et le débat que nous souhaitons continuer l'installation du laboratoire de la République de Bordeaux. Je suis obligé d'en parler. À propos on a sorti une étude sur le baromètre de la République, si les questions de valeurs républicaines nous intéressent. Et enfin, je tiens à remercier personnellement les intervenants pour leur présence et également vous, cher public, de nous avoir écoutés. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je remercie également personnellement Alexia Dedevis, sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu. Merci pour ton travail et ton implication.